Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, vous-même le voir, c'est pas la grande forme. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle cette vidéo sort légèrement plus tard que prévu. Normalement je vous fais des vidéos le dimanche matin. Je voulais tourner celle-ci vendredi et la monter samedi. Sauf que la fièvre a frappé notre foyer. Et voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais ça n'a pas été des jours très rigolos. Du coup là on est dimanche, je vais essayer de vous monter au plus vite cette vidéo pour vous la sortir dans la foulée. C'est pas encore la grande forme, mais j'avais pas envie de vous laisser une semaine sans vidéo le dimanche, parce que j'en fais toutes les semaines le dimanche depuis un petit moment. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, donc je serai peut-être un peu moins explicative que d'habitude, mais je vais faire de mon mieux. Je dis petite vidéo tout simplement parce qu'aussi je vais vous faire un petit avis lecture, parce que comme je vous avais déjà dit, les mois de mai et de juin sont des mois très chargés niveau perso pour moi, même niveau pro d'ailleurs, et du coup j'ai pas énormément lu et je me rends compte en fait je n'ai lu que des livres de poche, voilà, parce que c'est pratique, on peut les emmener dans le sac tout simplement. J'ai lu 4 romans plus un petit livre bonus dont je vais vous parler au tout début, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, ce début de mois de juin. Pas en quantité mais en qualité c'est plutôt pas mal. Lors de mon séjour à Disney, j'en ai profité pour récupérer, enfin mon chéri il m'a payé le livre Pirates des Caraïbes, donc les dessous de l'attraction. C'est un livre qui retrace toute l'histoire de l'attraction, que ce soit dans son scénario, dans sa construction, à travers tous les différents parcs, dans ses améliorations, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ça se lit très vite, hein. Je l'ai lu dans le train pour rentrer, hein. J'avais pas envie de quitter Disney, donc je l'ai lu dans le train pour rentrer. Et franchement c'était très sympa. Pour les fans, je pense que je vais essayer de me prendre celui de la maison hantée, parce que j'aime beaucoup le scénario derrière l'histoire de la maison hantée. Donc la prochaine fois je pense que je prendrai celui-là, mais vraiment c'était un bon moment de lecture, c'était très intéressant pour les fans, évidemment, hein, c'est pour les fans. Hein. Mais voilà, ouais, c'était vraiment sympa, et j'étais contente d'en apprendre plus et de savoir comment ça marchait, avec toutes les technologies qui sont décrites, et puis voilà, c'était très sympa. Et donc on va passer au roman, hein, parce qu'on ne va pas attendre plus longtemps. Je vais commencer par ordre chronologique. Et j'ai terminé en premier Cottage Fantôme et Guet-apens de Anne Granger, C'est publié chez 10-18 et je l'ai lu dans le cadre du Cozy Mystery Club sur Instagram. On va suivre Jess, qui est une inspectrice, on va dire, dans la campagne anglaise, et du coup c'est ça qui au début, je pense, nous a fait penser à du Cozy Mystery, mais en fait ça n'en est pas. On y reviendra après, mais sachez-le, ce n'est pas un Cozy Mystery. Et donc cette inspectrice, elle va être appelée suite à un sordide meurtre qui fait un petit peu penser à un double meurtre qui s'est produit quelques années auparavant. Donc on va suivre, voilà, l'enquête qui va peut-être expliquer aussi ce qui a pu se produire 20 ans, je crois que c'est 20 ans auparavant. Je vous disais, ce n'est pas un Cozy Mystery, et pourtant le marketing nous dit que c'est un Cozy Mystery. Enfin du moins c'est ça que j'ai pensé en le lisant, et je pense que ça m'a porté de défaut. Parce que du coup je cherchais le Cozy et je ne le trouvais pas du tout. Pour moi on est très loin d'un Cozy Mystery. C'est une enquête policière, tout ce qui est de plus classique. Ça se passe dans la campagne, ok, mais c'est pas un Cozy Mystery. Et moi en général je suis un peu butée. Quand je commence une lecture et que je m'attends à quelque chose et que c'est pas du tout ce à quoi je m'attends, j'ai un petit peu du mal. Cependant, c'est quand même une histoire intéressante, les personnages sont bien travaillés, la fin m'a surprise, l'enquête est bien ficelée. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce livre, mais juste je pense que j'étais un petit peu butée. Je voulais rester sur le fait que c'était un Cozy Mystery, je ne le trouvais pas, donc j'étais très frustrée. Je lirai quand même la suite en connaissance de cause du coup, et puis je me ferai ma petite idée un peu plus précise sur cette saga, parce que c'est une saga. Mais voilà, un peu déçue, un peu frustrée, pourtant c'était un plutôt bon livre, donc voilà.
Ensuite on va passer à une très bonne lecture puisqu'il s'agit de La Sœur disparue de Lucinda Riley, publiée au livre de poche mais initialement chez Charleston. Je vous ai déjà dit plein de fois que je fais une lecture commune sur cette saga avec mes copines et on attendait comme le messie la sortie poche de ce tome parce qu'on les a commencés en poche et j'étais tellement contente de retrouver Sœur d'Alpiez. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la saga des 7 sœurs, c'est l'histoire des 6 sœurs, oui pour le moment 6, d'Alpiez, qui sont chacune des enfants qui ont été adoptés aux 4 coins du monde par un riche mécène qui s'appelle Pasalt. Et lors de sa mort un peu mystérieuse, il leur laisse à chacune des indications pour retrouver leur histoire biologique en fait, et retrouver leur famille, voir d'où elles viennent. Et chacune va se lancer dans sa propre aventure pour découvrir ses racines biologiques. Et en même temps, on va suivre parallèlement l'histoire d'une de ses ancêtres à chaque fois, donc dans des temporalités complètement différentes. Enfin, pas toutes les ancêtres de chaque sœur ont la même temporalité, mais du coup on est vraiment sur une dualité de temporalité. Et voilà, c'est une saga qui est passionnante, qui est émouvante, qui est bien écrite, qui tient en haleine, qui nous fait tourner les pages comme ça, on veut savoir ce qui se passe. Vraiment c'est une saga que j'aime énormément et c'est surtout le dernier tome que Lucinda Riley aura écrit de cette saga, puisque le dernier tome qui est concentré sur le père des filles et qui va répondre à toutes les questions, parce que on n'en a pas des réponses, sera écrit par son fils à qui elle a laissé des directives et la charge de terminer la saga. Alors je pense que ce n'est pas un gros spoil parce que sans grande surprise il existe bien une 7ème sœur mais elle n'a jamais été trouvée et tout l'objet de ce livre ça va être de partir à sa recherche. Toutes les sœurs vont se relayer aux 4 coins du monde pour essayer de retrouver la fameuse sœur disparue afin de la faire embarquer avec elle sur une croisière pour dire adieu à leur père. C'était une de ses dernières volontés, donc elles vont chercher à retrouver cette fameuse sœur disparue. Et j'ai été vachement surprise par ce tome parce que il y avait des choses qui se passaient, notamment dans le passé, où je me disais ah, il va se passer ça, blablabla. On la connaît, la Lucinda maintenant. Et en fait pas du tout. Vraiment, voilà, ça m'a vraiment surpris. Tous les choix scénaristiques qui ont été faits, vraiment surprise. Il y a eu beaucoup d'actions où je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et pourtant j'étais sûre de moi, j'étais sûre de comprendre, d'être plus intelligente que tout le monde, de comprendre tout ce qui se passait en avance, alors qu'en fait pas du tout. Donc ça m'a vraiment beaucoup surprise. Après c'est vrai que c'est très frustrant, puisque on n'a pas de réponse du tout quasiment. Mais dans un sens j'étais prévenue, parce qu'à la sortie du grand format c'est ce que tout le monde a dit, du coup je m'y attendais un petit peu. Donc même si c'est frustrant, je le savais, donc je pense que ça a atténué un petit peu la frustration parce que je me disais bah de toute façon vu qu'il y a 8ème tome et que tout le monde dit qu'on n'a pas de réponse, j'en aurais pas. Donc c'est pour ça que finalement c'est resté vraiment une très bonne lecture et quel bonheur de retrouver cette famille, je les adore, vraiment c'est bonbon, c'est doudou, c'est vous savez la bulle Kinder dans les pubs, la bulle de nuages là où ils font ah, bah, c'est un petit peu ça pour moi cette saga. Donc voilà, très contente d'avoir lu ce tome, mais maintenant l'attente pour le dernier tome va être atroce parce que d'abord il faut qu'il soit traduit, après être sorti en version originale, puis qu'il soit au livre de poche. Ça va être long. Je pense que quand le grand format va sortir, je me remettrai peut-être à tout relire pour arriver à la fin à peu près dans les temps. Donc voilà. Autre lecture, nouveau genre, Le jeu de l'assassin d'Ngayo Marsh, publié chez Archipoche. C'est le premier tome des enquêtes de Roderick Allen. C'est une vieille série parce que Ngayo Marsh c'est un petit peu la concurrente directe d'Agatha Christie. Donc ça date un petit peu, mais Archipoche a décidé de ressortir les 32 tomes des aventures de Roderick Allen. Donc c'est une nouvelle édition, je crois qu'en plus quand il est sorti à la base il n'avait pas le même nom. C'est un cozy mystery en vrai, hein. Là on est même plus je dirais, c'est un cozy crime un petit peu à la... Enfin totalement d'ailleurs à la Agatha Christie, avec ses inspecteurs un petit peu... pas cliché mais vous savez, j'imagine bien avec son trench, limite avec sa petite pipe et tout, enfin voilà moi j'aime bien, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, j'aime bien
voilà, ces petits trucs un peu vraiment à la Agatha Christie quoi. En même temps, bah voilà, c'était vraiment la grande... pas rivale parce que je crois qu'il n'y avait pas d'animosité du tout entre elles, mais c'était les deux grandes du cozy crime quoi. Crime, oh là là cet accent du cozy crime, voilà. Donc là on va suivre une murder party et j'étais très contente parce que moi j'adore les murder parties, j'en ai jamais fait mais je rêve de faire une murder party, ça a l'air génial. Et du coup vous avez plusieurs personnages qui se réunissent dans un manoir et au moment où on est censé découvrir le faux mort, et ben, il se trouve qu'il y a un vrai cadavre. Et donc l'enquête commence, ils appellent l'inspecteur Roderick Allen qui va se faire seconder de Nigel qui est le cousin du mort mais qui est aussi détective à ses heures. Et du coup ils vont mener l'enquête et ils vont essayer de, en gros, reproduire la murder party pour de vrai parce que normalement vous avez un procureur et vous avez des interrogatoires des témoins pour essayer de démêler le vrai du faux et du coup ils vont faire exactement pareil mais avec un vrai meurtre. Et on va suivre voilà tous les alibis, tous les secrets de chacun des invités en fait tout simplement. Et vraiment c'était très sympa, la fin est un peu fantasque, on va pas se mentir, hein. La résolution de l'enquête c'est un petit peu fantasque je trouve, mais c'était vraiment sympa. Je pense que j'aurais même plus aimé si je ne l'avais pas lu avec 38 de fièvre parce que je l'ai lu en pleine maladie. Donc voilà, je pense que c'est... Je vais lire la suite en allant un peu mieux parce que je pense que j'aurais vraiment adoré si je n'avais pas été malade parce que là du coup j'ai galéré à comprendre au début. Essayer de remettre tout le monde en place mais parce que j'avais une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que c'était pire que Dory et du coup voilà, mais ça reste quand même une bonne lecture. Je vous avais dit que je faisais pas ordre chronologique mais pas du tout hein, parce que du coup avant d'être malade j'ai lu le 3e tome des Faucons de Ravera et oui je vous saoule avec cette saga de Melissa Caruso publiée chez Big Bang, c'est le 3e et dernier tome donc cette saga est sortie en entier en poche. Vous n'avez aucune bonne raison de ne pas la lire et je vous ferai très vite un saga en série vraiment sur les Faucons de Ravera pour vous donner envie de lire cette saga parce qu'elle est géniale. Donc dans ce 3e tome on va continuer à suivre les aventures d'Amalia et Zaira. Zaira est une sorcière de feu très dangereuse parce que du coup en fait les mages de feu sont les plus dangereux des mages et en plus en gros les mages sans fauconnier pour les contrôler peuvent être très meurtriers et surtout partir un peu hors de leurs esprits, ne pas se contrôler. C'est pour ça qu'il existe des fauconniers qui leur mettent une espèce de bracelet qui contient leur pouvoir et qui ont le pouvoir de les libérer de leurs contraintes magiques par un mot de passe et aussi de les renfermer pour pas qu'ils puissent utiliser leur pouvoir à outrance. Et du coup en fait c'est cet équilibre des deux qui fait que à la fois ils sont pas dangereux mais aussi pour eux-mêmes ils sont pas dangereux envers leurs proches et donc voilà c'est tout l'intérêt des fauconniers. Et Amalia c'est la fille d'une figure politique très importante dans le monde de Ravera et normalement elle a pas le droit d'être une fauconnière parce que du coup ça donnerait trop de pouvoir à une seule famille. Mais par un malheureux hasard, elle se retrouve obligée de contenir Zaira. Et du coup, elles sont liées toutes les deux l'une à l'autre et il y a énormément de complots politiques. C'est vraiment la base de cette saga. C'est la politique, les trahisons, les complots. Ça n'arrête pas et c'est génial. Je n'avais jamais vu ça en young adulte et c'est palpitant. Il se passe plein de choses. C'est pas forcément... comment dire ? Il n'y a pas énormément de batailles, mais il y a beaucoup de... Voilà, si vous aimez les fourberies, si vous aimez les trahisons et tout, c'est vraiment génial. Ça n'arrête pas et voilà, et pour moi c'est quasiment de l'adulte en fait, parce que vraiment, il manquerait peut-être un peu plus de sang et un peu plus de bisous, on va dire. Mais sinon pour moi c'est de l'adulte, c'est vraiment bien fichu. On s'ennuie pas et surtout chaque tome est tout aussi bon que le précédent parce que souvent vous avez le premier tome qui est très bon, le deuxième qui est en dessous, le troisième qui remonte un petit peu pour conclure. Là vraiment la saga est vraiment uniforme sur tout le long. J'ai adoré cette conclusion aussi qui est peut-être légèrement un peu trop happy end mais qui pour moi est assez logique
Et vraiment voilà, j'ai refermé ce livre en me disant que waouh, c'était vraiment une saga géniale et que j'étais trop contente de l'avoir reprise. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages, notamment dans ce dernier tome, puisque nos personnages vont vraiment mûrir, grandir, évoluer et vraiment je trouve qu'ils ont choisi des directions pour les personnages qui sont très logiques, qui font sens. Il y a aussi beaucoup d'inclusivité dans ce livre alors que c'est plutôt pas trop... Enfin, c'est pas que c'est pas récent, mais c'est sorti en 2019. Donc par exemple dans ce livre vous avez une personne non genrée et l'utilisation du pronom IEL. J'avais pas souvenir qu'en 2019 c'était encore répandu. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu... pour son temps, c'était un petit peu en avance. Et voilà, c'est une super saga, vraiment, je ne peux que vous conseiller de la lire. Je vois pas quoi dire de plus, je l'ai adorée et ça fera partie de mes sagas chouchou et coup de cœur. Donc voilà, si jamais vous aimez les complots, les trahisons, la politique et la fantaisie, lisez cette saga, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle et vous ne le voyez pas parce que je coupe, mais je n'arrête pas de me moucher. Et j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre parmi ceux que je vous ai présentés, même s'il n'y en a pas beaucoup, qui vous tente. Et en attendant, moi je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vais aller me reposer et comme d'habitude je vous fais des bisous.